Alors, est-ce qu'on est obligé de vivre à travers la technologie? C'est une bonne question. Vous avez cliqué, merci, on va en parler un petit peu. Donc, en fait, je me demandais, tout simplement, on voit de la technologie partout, de plus en plus, hein, tout simplement. Et est-ce qu'on est obligé en fait, hein? On n'a pas vraiment le choix, j'ai l'impression. J'en ai déjà parlé. J'ai essayé une fois de, de vivre quelques instants avec uniquement un téléphone tout simple, quoi, ce qu'on appelle un dumb phone ou du moins un Nokia un peu classique. Puis voilà, au bout d'un jour ou deux, on se rend compte que c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il faut aller à la poste, il faut scanner des QR codes pour recevoir des emails. Même dans les trucs du quotidien, on ne sait plus vraiment naviguer. C'est-à-dire que dès qu'on n'a pas de GPS, ça commence à être vraiment compliqué. On a pris certaines habitudes. Hein, je disais, c'est vrai que on peut essayer de remplacer Spotify avec un peu de musique, avec un peu de radio, des trucs tout simples. Mais ça marche pas. On est vraiment obligé, hein, de plus en plus. Et même les États sont obligés de s'armer, hein, de tous ces nouveaux outils. Hein. Donc, on a vu récemment que Trump investissait 500 milliards apparemment, hein, donc, dans Stargate, hein, le nom de code d'un nouveau projet d'investissement autour de l'IA avec certains grands noms, hein, notamment Sam Altman, fondateur de OpenAI, Oracle et puis une banque, je crois, que j'ai oublié le nom. D'ailleurs, petite leçon de politique, il n'a pas hésité à ne pas confier ça à Elon Musk. Hein. Donc voilà, hein. C'est de la politique, hein. C'est ce qui est bien pour le pays, et voilà, on le fait. Bref, on n'est pas là pour parler vraiment de ça, mais voilà, donc même les pays sont obligés de s'armer un peu autour de ça. La France, hein, Emmanuel Macron a enfin eu aussi son projet. Hein, donc, ce sont les Émirats Arabes Unis qui ont financé un nouveau data center pour 50 milliards, si j'ai bien compris. Un data center qui va être forcément autour de l'IA. Donc on ne sait pas trop quoi, comment. Mais voilà, hein, la France aussi a son projet autour de l'IA, comme tout le monde. Et voilà, donc c'est vraiment une course un peu à l'armement. Chaque pays aura un peu son IA comme une centrale nucléaire, ou du moins, ce sera vraiment un outil pour être souverain. Alors le cloud, on sait que l'Europe, tous les pays européens ont complètement raté le coche. Mais ça n'empêche que, voilà, pour l'IA, hein, les gens essayent de ne pas se faire avoir une deuxième fois. Et pour revenir à ce que je disais au début, dans notre vie de tous les jours, on est contraint à la technologie. Hein. Il n'y a pas grand-chose que l'on peut faire sans. Tout simplement, même aujourd'hui, voilà, si je veux m'enregistrer, on va pas prendre une vieille caméra VHS, ou je ne sais trop comment ça marchait, un caméscope, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a quand même de la technologie un petit peu partout, hein. C'est bien logique. Mais voilà, on y est contraint de plus en plus, et surtout je me demande, est-ce qu'on ne va pas vivre que à travers la technologie, dans le sens où voilà, le screen time moyen des gens en Occident, en tout cas, il est de plusieurs heures, hein, 7, 8, 9 heures, 10 heures dans une journée sur un écran. Alors c'est beaucoup pour travailler, mais il y a beaucoup de temps aussi où c'est tout simplement voilà, du temps sur les réseaux pour parler à d'autres personnes, pour avoir du contenu, se divertir, s'informer, etc. Donc voilà, je sais pas trop où est-ce que ça va nous mener. Les enfants sortent moins. Hein, je crois que c'est une étude au Brésil qui montrait que voilà, les jeunes adolescents ne sortaient plus, quasiment plus, avaient des interactions uniquement
Uniquement via Internet, sur des outils, voilà, des plateformes, des jeux vidéo, etc. Donc bon, c'est l'évolution des choses. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que ça va donner? Bon, faut se poser les bonnes questions. C'est quand même un sacré changement. Mais ouais, c'est vraiment marquant. On le voit tous. On essaie de le contrôler. Je ne vois je ne sais combien de pages, de posts où les gens disent qu'ils veulent essayer de diminuer leur temps d'écran, qu'ils ne veulent plus utiliser leur téléphone portable, qu'ils en ont assez, qu'ils sont déprimés, que les réseaux sociaux les rendent malheureux. Et pourtant, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de contenu, de plus en plus de choses à regarder. Et ça continue comme ça pendant voilà, des posts et des posts. Donc c'est vraiment un peu inquiétant, on va dire. Mais je vais mettre un peu mes lunettes, désolé. Et donc voilà, c'est un peu inquiétant de voir l'évolution comme ça. Et je parlais tout à l'heure de se filmer à l'ancienne, avec un caméscope, ou de prendre des photos avec une bonne vieille pellicule, un appareil photo en argentique. Et ça m'amène à la suite de ce que je voulais discuter, c'est-à-dire le phénomène agentique. Ne pas confondre avec argentique, ce qui n'a rien à voir. Dans la agentique ou agentique, je ne sais pas trop comment on le prononce. Mais c'est une nouvelle mode, c'est la nouvelle trend, du moins dans la tech. Actuellement au boulot, on ne parle que de ça, les agents. Donc c'est des agents basés sur l'IA ou des opérateurs. OpenAI a appelé ça opérateur. En gros, pour OpenAI, dans Operator, c'est comment ça s'appelle? C'est une page où on met son prompt, par exemple, réserve-moi des billets sur tel site pour aller en vacances, en voyage ou pour réserver un hôtel. Et au lieu de nous afficher un prompt avec que du texte, la page ChatGPT va ouvrir un navigateur, va aller sur le site en question, et puis va réserver et on va voir l'opérateur faire ce qu'on lui demande. Donc voilà, ça c'est OpenAI, ChatGPT, Operator. Et sur ce qui me concerne au travail et sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, ce sont les agents Microsoft basés sur Copilot. Donc la solution AI de Microsoft, ça s'appelle Copilot, Microsoft Copilot. Et en fait, un agent, c'est une IA qui peut réaliser des actions, tout simplement. Et donc actuellement, on est en train d'essayer de configurer ça pour avoir un agent dans l'équipe. J'ai une équipe de plusieurs personnes éclatées dans différents pays du monde, principalement en Europe, mais aussi un peu en Inde ou dans le Maghreb. Et donc, le principe est simple. Il y a un agent qui participe aux réunions, qui est aussi dans le groupe de discussion et qui a accès à la boîte mail partagée de l'équipe. Et donc cet agent, on est en train d'essayer de le configurer avec ce qu'on appelle le Copilot Studio. C'est pas de la rocket science, c'est pas si compliqué, mais on peut lui faire quelques actions. Par exemple, il va lire les mails de notre boîte mail partagée de l'équipe. On reçoit différentes demandes, par exemple pour, créer des incidents où on a des logiciels qui ne marchent plus. Donc voilà, on a des personnes qui nous contactent pour nous dire ça ne marche pas. Donc l'agent va lire tout ça, va comprendre qu'il y a un problème, puis va pouvoir prendre une action. Il va créer, donc pour l'instant, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'il puisse, par exemple, créer un ticket dans notre outil et assigner la tâche à quelqu'un, une vraie personne pour l'instant. Mais petit à petit, on va lui configurer des scripts où il va être capable de faire des actions, redémarrer le serveur, redémarrer des services, changer des mots de passe, renouveler des certificats SSL, ce genre de choses. Donc en fait, l'agent dans l'équipe va devenir actif. Et donc, on a déjà beaucoup travaillé pour automatiser tout un tas de tâches. C'était la première étape. Tout ce qu'on fait qui est répétitif, ennuyeux, on essaie de l'automatiser. On fait des scripts qui déploient des applications automatiquement.
Ouais, puis il y a des scripts, des déploiements, la configuration de logiciels, tout ce qui peut être automatisé, hein, c'est un peu les bases aussi du DevOps. Et bah on l'automatise et donc du coup c'est encore plus simple pour l'agent puisque tout le travail est un petit peu déjà pré-mâché. Donc bah voilà, l'agent de l'équipe, il reçoit les emails ou il reçoit les demandes de chat et puis il fait des actions en conséquence ou du moins dans une première étape, ce que nous on essaie de faire, mais vous voyez la logique, il va assigner des tâches, organiser notre to-do list d'équipe, assigner les tâches aux personnes, faire des relances, faire des résumés de mails de gens qui ont demandé des choses, des incidents. Via des templates, il va commencer à remplir les tickets d'incidents pour nos fournisseurs. Ce sont des choses un peu fastidieuses, mais qu'on doit faire. Par exemple, une autre fonctionnalité aussi de l'agence, c'est qu'il est dans les team meetings, donc il fait des réunions, hein, comme tout le monde, toutes les semaines, notre petit team meeting, hein, du lundi matin. Et donc copilote, il fait partie de l'équipe, et puis il écoute ce qu'on dit. Et donc il enregistre, puis il fait la transcription. Et donc à la fin de la réunion, il nous fait un résumé de tout ce qu'on a dit. Donc voilà, Vladimir a dit telle chose, il a résumé, il a commencé le meeting en disant ça. Ensuite, machin a pris la parole, et puis on a décidé les 3 actions à faire. Donc elles sont listées là, et je les ai créées aussi pour vous le rappeler. Je vous mettrai des reminders. Vous avez dit qu'il fallait faire un rendez-vous, donc je l'ai mis dans le calendrier avec un tel. J'ai préparé un draft d'un mail, vous n'avez plus qu'à le regarder pour l'envoyer. Et donc ça, c'est ce qu'on fait. Et voilà, c'est encore plus de technologie, encore plus, je dirais, voilà, d'être assisté dans des actions répétitives. Mais bon, voilà, c'est utile, hein, de toute façon, ce sont des actions qu'on ne veut pas forcément faire ou qu'on n'a pas nécessité à faire, donc c'est toujours utile, c'est toujours intéressant. Reste que voilà, il y a encore plus d'intrusion, encore plus de technologie, et que les gens ont un peu peur du changement et se demandent quelles vont être leurs places là-dedans. Et donc, comme je disais dans un autre article, moi je suis pas du tout effrayé par ce genre de choses, parce que j'ai pris l'habitude de changer de boîte, changer de position, changer de rôle plutôt, dans les postes que j'ai pu avoir. Donc ça fait partie du rôle, on va dire, un peu dans la tech, de savoir s'adapter. Donc faut pas le craindre. Mais voilà, quand même, la plupart des gens se disent bon, mais si mon boulot il est terminé, qu'est-ce que je vais faire? Et moi, sincèrement, je sais que c'est pareil. Mon job tel qu'il est actuellement, il va être détruit, il va être remplacé. Il va juste falloir savoir évoluer. Et je pense que ça va nous forcer à tout simplement à ne pas avoir peur d'être nous-mêmes. Hein. Je pense qu'il va falloir faire preuve vraiment d'authenticité pour rester un peu rester utile et avoir sa valeur ajoutée. Alors, ce que ne sera jamais le robot ou l'agent, c'est nous-mêmes. Alors est-ce que tout le monde sera utile, hein? Ça c'est aussi une bonne question. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut faut pas craindre le changement, tout simplement. Faut plutôt l'embrasser. Mais comme je disais dans un autre article, peut-être commencer par lui faire juste un petit bisou, hein, tout doucement. Ne pas tout bousculer, ça va prendre des années. L'évolution ne sera pas forcément brutale du jour au lendemain et une super IA va tout faire demain. Je ne pense pas. Mais il faut s'y préparer. Et voilà, il ne faut pas essayer d'être ce que l'on n'est pas. Et il ne faut pas avoir peur de rester authentique et d'essayer
voilà, d'affirmer qui on est, hein, dans ce monde qui nous pousse à utiliser de plus en plus de technologies. Je pense que voilà, hein, vu la vitesse où vont les choses, bon, on n'a pas trop le choix. On peut résister un petit peu. Et pour résister un petit peu, je vais citer un article d'une personne que j'ai lu sur Internet récemment, sur Substack aussi. Et voilà, puisqu'il y a des gens pas qui font de la résistance, mais disons qui essayent de limiter un petit peu, hein, tout ça. Et sa publication sur Substack, vous la trouvez, elle s'appelle Moving Offline. Et la personne qui l'a écrit, c'est José Brion ou Rosé, je ne sais pas trop comment on prononce. Mais l'idée, c'est de rechercher de la offline dopamine. Voilà, le terme qu'il a utilisé. Donc je ne sais pas de mon invention. Mais voilà, moi qui cherche aussi un peu à optimiser mon temps analogique, je trouvais que c'était intéressant. C'est vrai, et de le mettre face à cette fameuse dopamine qui nous rend accro au téléphone, aux applis, aux réseaux sociaux, aux news rapides, simples, faciles à digérer. Un autre créateur de contenu aussi faisait un parallèle entre ça et la junk food. C'est-à-dire que le junk média, hein, c'est du sucre rapide comparé aux choses plus lentes, mais meilleures pour la santé. Et donc pour revenir à Moving Offline de José Brions, donc la offline dopamine, tout simplement, hein, c'est d'essayer de trouver d'autres sources de dopamine. Des sources de dopamine dans le monde offline, dans le monde analogique. Avec des choses toutes simples. Mais il disait que par exemple, aller marcher 10 minutes pouvait aussi être une très bonne source de dopamine. C'est-à-dire qu'on marche, on a fait son petit exercice, on revient, on a un sentiment de satisfaction tout de suite. Voilà, petit shoot de dopamine, mais dans le monde réel et a priori bien meilleur pour la santé. Il mentionnait aussi tout ce qui est activité créative, où on a de la concentration, on a aussi le sentiment d'avoir réussi quelque chose quand on a terminé une peinture, un texte, toute autre activité créative. Et puis il reparlait aussi des bonnes vieilles méthodes, hein, aller voir des amis en face à face. Ça reste aussi une source de dopamine offline, de la dopamine analogique, hein, si je pourrais me réapproprier un petit peu le terme, facile, et puis apprendre des nouvelles choses. C'est pareil, il y a un petit effort, mais il y a une espèce de récompense plus ou moins rapide. Donc voilà, essayons de voir les choses sous cet angle. Si on remplaçait la dopamine principalement de nos smartphones, d'internet, avec de la dopamine analogique, pour ralentir cette progression de la technologie ultra envahissante, ultra omniprésente, parce qu'on n'est pas pressé au final, hein. Le changement arrive, ne le craignons pas, préparons-nous. Mais voilà, on a cette chance de pouvoir prendre le temps, de pouvoir profiter des deux, qui ne sera peut-être pas le cas dans un futur plus ou moins proche. Comme je disais, moi je pense pas que ça va arriver tout de suite, mais hein, je suis loin d'être un devin. Donc voilà, essayons de ralentir un petit peu. La technologie est partout, elle est très utile. Oui, il faut essayer de l'utiliser avec conscience. Oui, il faut faire attention à ce que l'on en fait avec, ne pas l'utiliser à tort et à travers. Ça demande un certain effort. Et une des techniques qui me semble intéressante, vu que c'est la dopamine qui nous guide, cherchons des sources de dopamine alternatives avec de la dopamine analogique. Donc voilà, j'espère que ça
ça vous aidera à pousser la réflexion. J'essaye tout simplement de parler haut. Donc c'était le haut-parleur. À bientôt. Bye.